avec Nouroudine Jibril, assistant chargé de travaux dirigé en droit public à l'université de Lomé. Nous allons parler de ce colloque sur le programme d'enseignement dans les écoles islamiques au Togo. Professeur, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. D'abord, je salue tous les téléspectateurs de New World au Togo et de par le monde, puisque New World est sur les antennes internationales et de par la voie de l'Internet. Ouais. Merci pour l'invitation et l'honneur, sinon l'opportunité que vous nous offrez au niveau de l'association des cadres musulmans au Togo de rendre compte du colloque qui s'est déroulé ce week-end de vendredi à dimanche hier. Alors, vous l'aviez dit, c'est un colloque qui s'est déroulé du 29 au 31 juillet 2022 à Lomé, au Togo. Colloque donc national sur les programmes d'enseignement dans les écoles islamiques. Professeur, qui a organisé ce colloque? Il faut dire que le colloque a été organisé par l'association des cadres musulmans au Togo, une association qui est créée depuis 2006, qui regroupe, comme le nom l'indique, les cadres musulmans, qui mènent des réflexions sur les différentes questions liées aux situations sociales, économiques et de la communauté musulmane au Togo. Donc, c'est à ce titre que le champ de l'éducation a été saisi comme une opportunité pour échanger avec les différents acteurs. Et quand on parle de l'enseignement islamique au Togo, on a deux champs, c'est-à-dire l'enseignement confessionnel musulman, et qui est reconnu par le programme officiel de l'État, puisque c'est ce qu'on peut, le confessionnel musulman, l'image du confessionnel catholique protestant, où les établissements participent aux examens nationaux organisés par l'État. Et puis vous avez aussi l'enseignement islamique qui se fait en arabe, dans ce que nous appelons traditionnellement les madrasas. Madrasa, c'est encore école, et bon, on reviendra un peu dans les détails, mais voilà un peu le cadre dans lequel se situe un peu l'objet du colloque. Alors, vous avez sans doute des objectifs en organisant ce colloque. Oui. Bon, il faut dire que l'objectif général de ce colloque, c'est de contribuer à l'amélioration de l'enseignement dans les écoles islamiques telles que je viens de les citer. C'est l'objectif général, c'est-à-dire que c'est d'apporter une contribution, même si elle peut être minime au départ, mais c'est que nous avons constaté, puisque le projet du colloque est né depuis pratiquement 2017, que le comité d'organisation a sillonné l'ensemble du territoire auprès des différents acteurs qui interviennent dans ce sous-secteur de l'éducation pour énumérer les problèmes, que ce soit des dysfonctionnements en ce qui concerne l'organisation même de ces écoles et surtout les programmes d'enseignement en termes d'harmonisation, les disparités qui peuvent exister ici et là selon qu'on est dans telle école ou dans telle autre. Donc c'est ce constat général qui a amené la CMT à aller vers l'organisation d'une rencontre sous forme de journée de réflexion avec les différents acteurs venus des 5 régions du pays pour faire les ébauches. Le colloque n'avait pas vocation de décider de ce qu'on doit faire. Et ce sont des pistes de réflexion que, à partir de ce que les uns et les autres ont émis comme idée, maintenant avec des techniciens, c'est-à-dire des gens qui s'y connaissent en la matière, on va continuer à partir des recommandations pour le travail technique. Alors, voilà. Vous l'aviez dit, vous avez sans doute fait un constat sur ce qui se passait avant, professeur. Dites-nous d'une manière générale ce qui ne marchait pas. Bon, il faut dire globalement, si je prends un peu le premier aspect, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans le cadre confessionnel, enseignement confessionnel musulman. Et ce que nous avons constaté, c'est vrai pour ce qui est du programme officiel
il n'y a pas de discussion à ce niveau. D'autant plus que les écoles qui sont concernées ont reçu l'agrément, c'est-à-dire du ministère, par rapport à un cahier de charges pour ce qui concerne l'enseignement, que ce soit au cours primaire, au collège, en parlant des deux niveaux, c'est-à-dire le CG ou le lycée, ou parfois c'est le complexe. Donc là, ce n'est pas véritablement. Ça ne veut pas dire que ça ne nous intéresse pas, mais par rapport à la qualité, on peut toujours mener des réflexions, comme ça se fait dans les autres écoles, de façon générale, même l'école publique. Maintenant, quand on dit le confessionnel musulman, c'est quoi peut-être l'apport au-delà de ce qui est de l'éducation ordinaire au plan national? C'est que dans ces écoles, les enfants viennent pour, au-delà de ce que tout enfant peut avoir en termes d'éducation en général, c'est que de se perfectionner aussi sur le plan de l'éducation islamique par exemple, et également pour ceux qui le désirent également, la langue arabe. Mais nous avons constaté que effectivement, au niveau des programmes d'enseignement, d'une école à une autre, il n'y a pas toujours cette synergie dans le sens de l'harmonisation. De sorte que, si on parle de la culture islamique, bon, c'est ce qu'on met dans l'éducation islamique, c'est l'enseignement religieux, tout ce qui va avec. D'une école à une autre, le constat aussi, c'est que selon l'enseignant, il y a une façon de traiter la question à son niveau et par rapport peut-être à ce que lui sait mieux faire. Donc, à partir de là, la CMT a estimé que ce qu'on peut faire comme contribution, c'est que ces différents acteurs, on les met ensemble pour voir qu'est-ce que X fait là, qu'est-ce que Y fait dans son école, et ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de mieux, et à partir de là, discuter pour voir, c'est-à-dire quels sont les éléments, les fondamentaux qu'un tel enseignement cela requiert, et à partir de là, s'entendre pour avoir un programme commun. Quand on est dans une école confessionnelle musulmane à Dapaon, à Senkansé, à Kara, à Tchamba, à Agou, à Lomé, à Détikopé, ou je ne peux pas citer toutes les villes du pays, mais au moins que nous ayons le même type d'enseignement dans ce canevas. Donc voilà pour ce qui concerne un peu l'éducation islamique ou ce que nous appelons l'enseignement religieux. Maintenant, pour la langue arabe, c'est-à-dire que c'est vrai, les élèves qui vont là-bas pour les examens nationaux, c'est la langue arabe, c'est une langue facultative à l'examen, au bac 1 ou au bac 2. Il est vrai qu'on leur enseigne l'arabe dans les écoles confessionnelles arabes, confessionnelles musulmanes, mais le problème qui se pose, il y a aussi cette situation que nous avons déjà énumérée concernant l'enseignement religieux, c'est que pour l'arabe, on n'a pas forcément le même programme d'une école à une autre. Ça dépend aussi de la formation de l'enseignant et tout. Mais nous estimons qu'à partir de ce moment, si on peut faire quelque chose de sorte que les intervenants puissent se mettre également ensemble pour avoir un canevas dans ce chemin. Je m'explique un peu plus. Si un élève qui a fait son cursus dans le confessionnel musulman, par exemple, de la classe de 6e jusqu'en classe de 3e, il faudrait que ce qu'il a vu comme perfectionnement au niveau de la langue arabe en termes d'apprentissage, lorsqu'il a le BPC et qu'il est obligé de quitter par exemple la ville de Palimé pour venir peut-être à Lomé ou aller à Sokodé, qu'il retrouve une autre école d'enseignement et confessionnel musulman, au moins qu'il puisse être, s'il est déjà à un certain niveau, lorsqu'il arrive pour faire la classe de seconde de l'autre côté, qu'il puisse être dans le même chemin, de sorte qu'au moins, il a plus ou moins le même niveau que les autres, tout en sachant qu'en matière de langue, bon, on peut faire le cursus de la classe de 6e jusqu'en terminale, par exemple, je prends l'exemple de l'anglais, mais on arrive à l'université, on a fait en principe 7 ans d'anglais, mais rien n'est évident qu'on a forcément maîtrisé l'anglais. Bon, c'est la même chose pour l'arabe. Est-ce que vous pensez, professeur, que ce colloque a suffi à apporter les solutions à quelques mots qui minent l'enseignement? On ne peut pas dire
que le colloque vient faire taire tout. Tout. Le colloque, pour nous, en tant qu'organisateurs, puisque monsieur le président du comité scientifique, on a élaboré les thèmes de référence parce qu'on ne peut pas venir à un colloque dans le vide. Il faut bien qu'on trace les directives et sur la base de ces directives, les différents facilitateurs au niveau des ateliers ont pu échanger avec les participants. Donc, on ne peut pas dire que le colloque, c'est-à-dire à tout, c'est-à-dire que le colloque a permis de tout baliser et que demain, les problèmes que nous avons soulevés, ces problèmes-là, on a la solution. Non. Le colloque, ce sont des journées de réflexion. Ça a permis aux uns aux autres de prendre conscience de ce que peut-être les gens pensent qu'ils sont dans ce qu'ils font, c'est pertinent, c'est bien, mais lors des échanges, on s'est rendu compte que, effectivement, tout le monde a pris conscience du problème. C'est vrai, on en parle, mais peut-être qu'on ne le voyait pas de la même manière. Mais aujourd'hui, le colloque permet de prendre conscience de ce que il faut un cadre d'abord qui puisse suivre ce processus d'harmonisation. Ça veut dire que s'il y a déjà des programmes qui sont établis, on va les mettre ensemble pour voir la pertinence de ces programmes. Et puis, tout ce que nous disons, c'est que c'est au-delà de l'aspect éducation islamique, mais c'est que nous voulons aller vers un ancrage avec les souhaits, c'est-à-dire au niveau national, qu'est-ce que le gouvernement veut aussi en matière d'éducation sur le plan national. Il faut qu'on puisse aussi rentrer dans ce canevas parce qu'on n'a pas vocation à former deux types de jeunesse dans le même pays. C'est-à-dire que des gens aient peut-être un diplôme qui leur permet, ce diplôme ne leur permet pas de s'insérer dans le vivier national. Parce qu'après tout, chacun doit pouvoir apporter sa pierre au développement sur le plan national. Ce n'est pas seulement au niveau d'une confection. Voilà aussi un des objectifs poursuivis derrière l'organisation de ce colloque. Vous voulez contribuer à la formation de la société et véhiculer des valeurs citoyennes nécessaires à l'épanouissement des communautés qui composent le pays. On sait que cette religion véhicule des valeurs. Est-ce que vous pensez que la société togolaise d'aujourd'hui manque de ces valeurs, professeur? Bon, dire que la société togolaise manque de ses valeurs, bon, c'est difficile à dire, mais vous comprenez avec moi qu'il y a un constat. Ouais. C'est que sur le terrain du civisme, ce n'est pas une affaire de musulmans, ce n'est pas une affaire de chrétiens, les valeurs, elles deviennent de plus en plus écorchées. Et, comme on dit, chacun doit balayer devant sa porte. Nous, en tant que... On apporte notre contribution au plan national de par peut-être nos obligations professionnelles ici et là, mais on a aussi cette autre obligation au niveau de la communauté, c'est-à-dire de faire en sorte que les valeurs que nous véhiculons en tant que musulmans, on puisse vraiment refléter ces valeurs. Parce que aujourd'hui, vous savez, les problèmes que nous avons, au plan national comme à l'international, c'est que, à tort ou à raison, il y a forcément un regard que les gens peuvent avoir selon que vous êtes de confession musulmane dans certaines arcanes parce que vous connaissez bien l'actualité. Or, cette actualité aussi, elle pose plus de problèmes, plus de préjudices à la communauté parce que quand on ne comprend pas les enjeux de tout ce qui se passe, c'est qu'on a vite fait de dire, ben, ça c'est la faute à la religion musulmane. Ouais. Mais nous, notre effort dans un premier temps, c'est-à-dire nous savons que l'éducation, c'est-à-dire c'est ce qui est important, c'est-à-dire pour la jeunesse, c'est-à-dire nos enfants. Parce que si on n'arrive pas à leur donner une éducation de qualité, c'est que demain, ce que nous redoutons aujourd'hui, ça va être encore la catastrophe. Donc c'est pour ça que nous avons pris peut-être nos responsabilités, s'il faut le dire. Et il faut aussi préciser que la CMT, dans le cas de ce colloque, c'est vraiment avec la collaboration et le parrainage de l'Union musulmane du Togo, qui est considérée comme la grande fêtière. Et c'est pour dire que nous n'avons pas voulu faire les choses en vase clos, c'est-à-dire c'est pour ça que le projet a été porté auprès de tous ceux qui sont les acteurs, les décideurs de la communauté, pour qu'ensemble, on se regarde, comme on le dit, en face, on se dise, c'est-à-dire les choses les plus importantes, parce que, comme on le dit, les problèmes d'une communauté, d'abord,
il faut les résoudre soi-même avant que ces problèmes-là puissent se résoudre au-delà. Et quand vous le faites en interne et vous prenez conscience qu'il y a un problème ici, il faut faire tout pour qu'on puisse le résoudre. Cela permet aussi de prendre conscience de la nécessité d'aller vers quelque chose qui est non seulement positif pour nous en tant que communauté, mais aussi très important pour l'ensemble de la communauté nationale. Vous avez parlé aussi, professeur, de l'actualité. L'actualité, c'est le terrorisme qui frappe le Togo, surtout le nord. Et vous avez pensé aux populations des savanes qui sont frappées par ce terrorisme. Vous l'aviez dit tout à l'heure, mais brièvement, pour celui qui ne connaît pas forcément votre religion, il dira ce sont les musulmans qui sont derrière tout ce qui se passe. Est-ce que vous avez un rôle justement à jouer dans la compréhension de ce qui se passe actuellement? De toutes les manières, on ne fait que ça. Parce que nous sommes dans des ancêtres où il y a ce débat permanent. Ouais. Il y a le débat des intellectuels. Bon, c'est-à-dire que ça, c'est un débat. Mais il y a le débat de fond. C'est-à-dire avec les populations, c'est-à-dire nos co-religionnaires. Parce que le problème, c'est quoi? Quand vous posez le problème du terrorisme, c'est-à-dire de tout ce qui se passe, bon, la pauvre femme musulmane se dit, mais de quoi vous parlez? C'est-à-dire, parce que on ne comprend pas. Les autres de façon ordinaire. Mais ce qu'on entend, il y a eu des morts par-ci, il y a eu, c'est que c'est tellement désolant que ça pose un problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, à l'occasion de ce colloque, les participants, avec l'organisation, et on a élaboré une déclaration, c'est-à-dire pour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour apporter d'abord notre soutien aux populations de la région des Savanes qui ont été effectivement endeuillées par les événements que nous connaissons depuis le 11 mai 2022 et les autres événements qui se sont poursuivis et ce mois-ci. Donc, ça veut dire que ce qu'on redoutait, parce que dans l'actualité, on parlait du terrorisme, bon, on dit le Mali et le Burkina, on redoutait, bon, il y a une descente vers la côte, et au nord du Bénin, voilà que le Togo aussi a été malheureusement frappé par ces événements et que nous trouvons vraiment graves, parce que c'est les familles qui sont endeuillées. Et à travers la déclaration, la CMT et les participants ont voulu apporter effectivement leur soutien à nos concitoyens et surtout aux forces de défense et de sécurité, parce qu'on a besoin aussi de les soutenir, parce qu'aujourd'hui la situation est extrêmement grave et que chacun doit apporter sa pierre. D'abord, il faut qu'on se conscientise, que ce soit dans nos mosquées ou ailleurs, sur c'est-à-dire le phénomène et comment endiguer cela, surtout au niveau de la jeunesse. Et je pense que la CMT a eu l'occasion, déjà à travers un projet, de faire une sensibilisation dans le cadre de l'extrémisme violent, où des groupes de jeunes ont été formés entre-temps sur l'ensemble du territoire à travers un autre projet avec, je crois, le programme USAID. Alors, professeur, soutien également aux autorités parce que vous adhérez complètement à ce qu'elles font pour lutter contre le terrorisme. Ça, vous avez parlé des populations tout à l'heure. Par rapport aux autorités, qu'est-ce que vous pensez apporter pour justement les aider? Pour des questions sécuritaires, cela n'est pas de notre compétence. Donc, on n'a pas vocation à parler des choses dont nous n'avons pas les compétences requises. Nous sommes d'accord. Oui. Bon, maintenant, en tant qu'association communautaire et en tant que, comme on dit, les leaders d'opinion, à travers les leaders religieux, c'est de faire en sorte qu'on puisse effectivement donner souvent la bonne information. Et puis, toujours faire en sorte que, malgré tout ce qui se passe, parce qu'il y a l'émotion, mais derrière l'émotion, il faut que nous ayons en tête que nous autres, en tant que citoyens qui vivons sur l'espace carré qu'est notre pays, le Togo, nous sommes obligés d'être ensemble. Et
le travail de fond, c'est comment pérenniser tout ce qui va dans le sens de cultiver la préservation de la paix. Et c'est pour ça que ce soit dans nos propos, dans nos sorties, on doit faire extrêmement attention pour éviter, c'est-à-dire d'attiser, comme on dit, le feu. Ouais. Et surtout, d'aller sur ce qu'on appelle les terrains glissants, sur des questions où, quand on n'en a pas la maîtrise d'une question, il vaut mieux s'abstenir. Parce que quand ce que vous allez dire, c'est-à-dire doit faire brûler le torchon, il vaut mieux vous taire. Nous sommes d'accord. Donc c'est pour ça qu'en interne aussi, le travail, c'est toujours de conscientiser, de sensibiliser sur le danger aujourd'hui. Parce que quand des gens vous approchent, il faut savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Parce qu'il ne faut pas suivre les gens parce que c'est de votre confession ou parce qu'ils vous font miroiter tel ou tel. Parce que ça aussi, c'est une question qui est importante. C'est pour ça que ce soit dans nos mosquées ou dans les rencontres sociales, que ce soit les célébrations de mariage ou c'est-à-dire d'autres possibilités au plan social, on doit toujours marteler le même discours. Et la première des choses, c'est comment cultiver le bon voisinage. Parce que ça, c'est essentiel. Si entre voisins, vous ne vous faites plus confiance, je ne sais pas comment vous allez vous mettre ensemble, c'est-à-dire pour lutter contre un phénomène qui est asymétrique, où on n'a pas toujours la maîtrise de la situation parce que c'est une complexité. Vous voyez déjà comment les États peinent, c'est-à-dire à trouver les bonnes formules. Donc déjà, si à ce stade-là, c'est délicat, donc au plan social, on doit faire cet effort, c'est-à-dire et c'est un effort permanent de tous les jours. Parce que la paix, c'est-à-dire on ne peut pas dire mieux. Parce que la tranquillité, la sérénité, parce que si vous entendez tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit au Mali ou au Burkina, ça fait peur. Vraiment. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que si nous avons vraiment des choses à apporter de substantiel, que ce soit aux autorités pour qu'ils mènent le combat au plus haut niveau, on le fera comme cela se doit. Si on revient sur des points débattus au niveau du colloque, surtout les activités menées, il y avait les conférences, il y avait les travaux en atelier, par groupe thématique, les plénières des travaux de groupe, la validation des actes du colloque également. Est-ce que vous pouvez un peu aller en profondeur, professeur, de ces activités? Je pense que, comme vous l'avez précisé, bon, le colloque, on peut peut-être le situer en 3 volets. Il y a la conférence inaugurale, les travaux en atelier et puis la restitution des travaux en plénière. Donc sur le premier point, il y a eu la conférence inaugurale. Bon, permettez quand même, avant de parler de la conférence inaugurale, qu'il y a eu la cérémonie officielle où au passage, nous remercions, nous profitons de vos antennes au nom de l'ACMT pour remercier le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat qui nous a fait l'insigne honneur. C'est vrai, il devait être là, mais son calendrier a été un peu bousculé. Mais il nous a fait l'insigne honneur de se faire représenter par son directeur de cabinet qui a effectivement ouvert les travaux du colloque en présence bien entendu du président de l'Union musulmane du Togo, dont l'institution a également parrainé le colloque, sans oublier le directeur exécutif de l'ONG Inter Africa qui a apporté son concours à l'organisation. Donc voilà pour ce qui est de la cérémonie officielle, un clin d'œil au ministre de l'enseignement primaire qui nous a accompagnés au moment où nous avons approché ces services pour l'organisation de ce colloque. Ceci étant, en revenant sur le vif du colloque, dans un premier temps, la conférence inaugurale a permis de faire ce que nous appelons la mise en contexte. C'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre de dysfonctionnements, de problèmes. Donc, la conférence inaugurale qui a été animée par deux éminentes personnalités, le professeur Cissé Alilou, qui est un universitaire et qui a été l'ancien président de la CNDH, qui également s'occupait en partie des questions liées à l'enseignement islamique au niveau de l'Union musulmane. Et donc ça faisait de lui une personne ressource qui nous a
qui a abordé la question de la genèse du renseignement islamique au Togo, où il nous a rafraîchi la mémoire, comment cela a commencé. Et au départ, c'était dans les vestibules, dans les familles, où les gens apprenaient la lecture, la mémorisation de Saint-Coran. Et aujourd'hui, on est arrivé à l'étape moderne, c'est-à-dire on a les écoles comme de l'autre côté, sauf que l'enseignement se fait en arabe. Donc, par rapport à cette genèse, ça a permis de voir d'où on est parti, où nous en sommes aujourd'hui. Et la co-animation, c'est avec l'inspecteur Alébé, qui a été un ancien directeur de l'enseignement secondaire général, et qui a essayé de rappeler un peu la typologie, c'est-à-dire des structures de formation au niveau de l'enseignement islamique, et qui a relevé à partir du diagnostic, c'est-à-dire les dysfonctionnements tels que je les avais précisés, où il nous a relevé le fait qu'on retrouve des complexes scolaires islamiques et un certain nombre c'est-à-dire l'enseignement franco-arabe, ce que nous appelons le confessionnel musulman, et l'enseignement islamique pur en arabe. Donc, il a essayé de faire aussi un plaidoyer pour que, où il a relevé que dans les écoles confessionnelles musulmanes, aujourd'hui, il y a, par exemple, si vous prenez le CCI de Lomé 2, ils ont formé des universitaires et également des médecins aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une contribution importante au plan national et qu'il y ait un plaidoyer pour que ces écoles-là puissent accéder également aux subventions de l'État, ne serait-ce qu'en personnel enseignant, par exemple. Donc, pour ce qui est des ateliers, il y a eu 3 ateliers. Et le premier atelier s'est penché sur l'enseignement religieux dans les écoles confessionnelles musulmanes pour déterminer, par exemple, selon les paliers, à quel moment faut-il enseigner tel aspect de l'enseignement religieux. Et les réflexions ont pu conduire à ce qu'on puisse déterminer l'obligation d'arriver à un programme harmonisé dans ce domaine. Et si c'est possible, d'attribuer ne serait-ce que 2 heures ou 3 heures à cet enseignement dans les écoles confessionnelles musulmanes. Bon, l'atelier 2 s'est penché beaucoup plus sur ce que nous appelons la gestion et le pilotage des structures de formation, tel qu'on l'avait dit, et comment, c'est-à-dire, on s'organise. D'abord, juste pour aller vers l'agrément et tout, le cahier de charge, le profil des enseignants et aussi comment gérer le flux des élèves, la carte scolaire. Autrement dit, les grandes recommandations, c'est de remettre en selle la Direction nationale de l'enseignement islamique pour coordonner tout ce qui peut se faire en termes d'harmonisation de programme, le suivi, la carrière des enseignants, le cahier de charges, pour assurer un enseignement de qualité dans ces écoles. Bon, l'atelier 3 s'est penché beaucoup plus les écoles islamiques, c'est-à-dire de langue arabe, de sorte qu'il y ait un programme national harmonisé au niveau des différents acteurs et ce qui en sorte puisse aller vers l'homologation des diplômes. Et aussi insérer, par exemple, le programme d'histoire-géographie et deuxième, éducation civique et morale en arabe dans leur programme, c'est le programme officiel. C'est-à-dire arrimer ce qui se fait aux objectifs au plan national. Alors, merci beaucoup à vous, professeur Nouroudine Djibril. Nous avons voulu vous donner le temps pour glisser votre dernier mot, mais le temps est contre nous. On a retenu l'essentiel. Vous êtes assistant chargé de travaux dirigés en droit public et à l'université de Lomé. Ensemble, on a parlé de ce colloque sur le programme d'enseignement dans les écoles islamiques au Togo. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est également un plaisir et j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres occasions. Sans doute, merci pourquoi pas. Merci à vous. On va marquer la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.